ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moo fi teewal Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, muy wax ci turu jàngu bi, muy Monsieur Philippe Tine, président du Conseil national du laïcat. Su noppee ñu jox kàddu gi Monsieur Cheikh Diop, représentant des centrales syndicales. La délégation de l'Église est dirigée par Abbé Augustin Thiaou, qui est le secrétaire général de la Conférence des évêques. Dans la délégation figure aussi Paul-Dominique Correa, qui est le président de Présence chrétienne, et moi-même, Dr Philippe Tine, président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués participants, chers concitoyens, Son Excellence, Monseigneur André Gueye, nouvel archevêque de Dakar, m'a chargé de porter la parole de l'Église catholique en cette occasion solennelle de l'ouverture du dialogue national 2025 sur notre système politique. L'Église catholique vous remercie, Excellence, pour la convocation de ce dialogue national et vous remercie de l'avoir associé à ce rendez-vous. L'Église catholique, par ma voix, vous transmet les chaleureuses salutations et les ferventes bénédictions de tous les catholiques de notre pays, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, tous engagés dans la belle et exaltante mission de bâtir un Sénégal de justice et de paix. Chers participants, pour nous, communauté catholique, cette mission, loin d'être une simple aventure, tire sa substance dans le message de l'Évangile qui nous engage à être celle de la terre et lumière du monde. La profondeur et la gravité de ce mandat missionnaire trouvent un écho dans la constitution pastorale sur l'Église dans le monde, Gaudium Spes, en son numéro 1, qui dit « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, des tristesses et les angoisses des disciples du Christ. » En cette solennelle occasion, il me plaît de rappeler, comme lors des précédents dialogues de 2023 et 2024, que l'Église catholique est artisan et partisan de tout dialogue, de toute forme de dialogue qui construit des ponts entre les hommes. Oui, nous avons dit artisans et partisans de dialogue, mais un dialogue sincère, un dialogue transparent et sans calcul politique, un dialogue fondé sur la vérité qui seul peut véritablement libérer et réarmer moralement notre digne peuple et nous donner de rêver ensemble, encore et toujours ensemble, d'un Sénégal prospère à tout point de vue. Comment ne pas relever que ce dialogue s'instaure dans un contexte où notre pays bruit du vacarme et des tintamarres de la haine de l'autre, des querelles partisanes et du piétinement des valeurs ancestrales de Worma, de Sutura ou encore de Kersa. Tant la médisance et les injures tendent à avoir droit de cité dans l'espace public, dans les réseaux sociaux et même dans les cercles familiaux. Où les fractures sont approfondies, où la confiance entre les citoyens s'est effilochée, où le dialogue entre gouvernants et gouvernés s'est parfois transformé en monologue de pouvoir ou en clameur stérile de l'opposition. Les événements survenus de 2021 à 2024 ont laissé des blessures que seul un travail patient de guérison collective peut cicatriser. Le dialogue comme thérapie peut aider à engager un tel processus. Et ce dialogue, nous l'espérons, sera une forme de thérapie. C'est pourquoi l'Église catholique exprime son entière disponibilité à continuer aux côtés de l'État et de tous les partenaires, à travailler pour promouvoir la liberté, la justice, l'équité
et l'éthique. En attendant de donner nos contributions dans les travaux de Carrefour, je me permets de vous partager quelques points d'insistance qui pourront garantir à notre projet commun plus d'inclusion. Le premier point, c'est le principe de laïcité. La laïcité, socle intangible de notre vivre ensemble, doit être sauvegardée et défendue à tout prix. Le deuxième point, c'est le système électoral. Le plus grand problème de notre système politique reste les hommes politiques qui l'animent. Ces derniers pensent qu'ils ne sont responsables de rien et que le problème, c'est toujours l'autre, l'adversaire politique, qu'il soit du côté du pouvoir ou de l'opposition. Le troisième, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Distingués participants, nous osons espérer avec la force de la foi que la tenue de ce dialogue marquera le début d'une ère nouvelle qui permettra à la politique de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, l'art noble de servir le bien commun et de construire une société plus juste et plus fraternelle. En conséquence, que ce dialogue nous inspire à tous de demeurer chevillés en toutes circonstances aux valeurs de la République, avec la conscience de l'intérêt général, ainsi que du bien-être des véritables mandants que sont les populations. L'Église catholique souhaite et prie que les conclusions consensuelles sortent de ces assises et ne restent pas lettre morte. Pour finir, je voudrais rappeler les propos d'un illustre président africain. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant leurs problèmes particuliers, avant les questions d'amour-propre. Je vous remercie. Merci beaucoup. ñu jox kàddu gi monsieur Cheikh Diop mi nga xam ni moo nar a wax ci turu centrale syndicale yi bu noppee ñu jox kàddu monsieur Beydi Agne moom mi nga xam ni dina wax ci turu patronat sénégalais. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le coordonnateur général de ce dialogue, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Excellence, nous regrettons l'absence de beaucoup de camarades syndicalistes responsables d'organisation parce que simplement leurs cartons d'invitation ne leur sont pas parvenus. Mais nous allons combler cette absence par la présence du mouvement syndical dans toutes les commissions de ce dialogue. Excellence, un jargon dans la langue de coach, ma langue maternelle, dit bien, Jan Dengul, Dokhina Madeng. En d'autres termes, tous les programmes politiques qu'on propose au peuple pour leur demander le choix des dirigeants politiques expriment la même volonté de développer le pays, de régler la demande sociale. Mais la différence, ce qui fait la différence, c'est la mise en œuvre de ces programmes qui conduit à la réussite. Une des conditions de bonne mise en œuvre, c'est ce genre de rencontres, de dialogues, de discussions, d'écoute. Le mouvement syndical, l'essence du mouvement syndical, j'allais dire la raison d'être du mouvement syndical, c'est dialoguer, écouter, négocier, parvenir à des solutions pour régler la demande sociale.
le mouvement syndical se retrouve parfaitement dans ce genre de rencontres. Je voudrais rappeler que les organisations syndicales sont apolitiques. Cela veut dire tout simplement que nous ne participons pas en tant que force organisée, en tant que force vive dans le choix des hommes qui doivent diriger le pays. Mais pour autant, deux éléments intéressent le mouvement syndical au plus haut niveau. Il s'agit des politiques publiques qui sont élaborées par ceux-là qui ont été choisis, mais également du comportement de nos dirigeants à l'égard du peuple. Ces deux éléments nous concernent au plus haut niveau. Je voudrais comme exemple revenir sur les événements de mai 68. Mai 68, lorsque le pouvoir sévit de façon féroce sur la révolte des étudiants, l'UNTS s'est impliqué aux côtés des étudiants. Et l'implication de l'UNTS aux côtés des étudiants a mis le pouvoir de Senghor dans la rue. C'est ainsi que l'UNTS a été dissoute. Beaucoup de ses dirigeants, dont le professeur Iba Der Thiam, ont été incarcérés à Doji. Par la suite, Senghor a retenu toute la leçon de l'implication d'un mouvement syndical dans les révoltes et a créé la CNTS en 1969. L'associer dans la gestion du pouvoir, c'est ce qu'on appelle la participation responsable. Tout récemment, lorsque nos camarades de l'UNT, de l'UTT, de l'Union des travailleurs de Tunisie, se sont impliqués dans la révolte des chômeurs, parce que les politiques publiques n'étaient pas bien orientées vers la demande sociale. L'implication des camarades, des syndicalistes, ont déclenché la révolution du printemps arabe. C'est la raison pour laquelle nous apprécions énormément ce genre de rencontres. Les organisations syndicales contribuent à la stabilité, contribuent à la recherche de solutions. Les revendications que nous portons à longueur d'année, s'ils sont écoutés, bien compris, interprétés, peuvent contribuer à la stabilité et à une bonne orientation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous disons que la revendication est un facteur de progrès social et non un moyen de chantage syndical. Nous voulons que la classe politique perçoive la revendication comme un facteur de progrès social. Nous voulons que la classe politique perçoive les cahiers de doléances que nous déposons comme étant un recueil de données pour orienter les politiques publiques. Je voudrais rappeler, pour terminer, que les revendications des années début 2000, les cahiers de doléances des années début 2000, ont en bonne place la mobilité urbaine et rurale. La mobilité urbaine et rurale ne va pas dans la poche des travailleurs, mais c'était pour aider à orienter une bonne politique publique pour que